Imaginez, vous habitez au 3412 Portland Avenue. Il est 6h du matin quand vous vous réveillez. Quelqu'un tape à votre porte. Vous êtes fatigué, les coups donnés à votre porte s'intensifient. Vous ouvrez et... Ces hommes qui sont venus vous arrêter dans votre maison sont des agents fédéraux, plus précisément des agents de l'ICE, la police anti-immigration de Donald Trump. Une police créée en 2003 qui n'a jamais eu autant de pouvoir qu'aujourd'hui, qui terrorise actuellement tous les immigrés illégaux des États-Unis. Mais alors, qui est cette police qui, sur les réseaux sociaux, fait le buzz, engendrant polémiques et désaccords entre les Américains? Une police aujourd'hui davantage financée que le FBI. En somme, pourquoi l'administration Trump met-elle en place une force de police sans précédent contre des millions de travailleurs clandestins qui font tourner l'économie américaine? Et jusqu'où est-elle prête à aller pour y parvenir? Iceman. Pour comprendre ce phénomène, il faut revenir au début du XXe siècle. L'Ouest américain se développe à une vitesse fulgurante, à travers le secteur agricole et ferroviaire. Il y avait donc à ce moment un manque de main-d'œuvre notoire. Et certains paysans ont commencé à faire appel à des Mexicains pour labourer les champs, semer, désherber à la main, récolter le coton. Bref, des travaux épuisants et faits dans des conditions de travail très rudes. Malgré ça, les Mexicains continuaient de venir travailler aux États-Unis car ils étaient bien mieux payés que dans leur pays. Et c'est comme ça que commence ce flux tout à fait légal, encouragé par les politiques américains, de saisonniers mexicains venant travailler dans les États du Sud. Et ces flux migratoires de main-d'œuvre se renforcent pendant la Seconde Guerre mondiale. De 1939 à 1945, c'est près de 16 millions de soldats américains qui partent pour servir l'armée. Ça représente près de 42% de tous les hommes de plus de 18 ans du pays. Et les femmes, ce manque de travailleurs, elles le ressentent. C'est pourquoi, pour continuer à nourrir les quelques 132 millions d'Américains restés au pays, il a fallu embaucher. Les politiques américains n'eurent pas le choix. En 1942, ils signèrent un accord officiel entre les États-Unis et le Mexique pour permettre à des travailleurs mexicains de venir légalement travailler dans les champs américains. Cet accord est nommé Programme Bracero. En 1944, on recense donc un pic de 62 000 braceros, ce qui représentait moins de 2% des 4 millions d'ouvriers agricoles aux États-Unis. Il n'y a donc pas de dépendance majeure des États-Unis pour cette main-d'œuvre, mais tout va changer quelques années plus tard. En réalité, les propriétaires de terres avaient goûté à cette main-d'œuvre low cost. Un bracero était payé 30 cents de l'heure. À la même époque, un ouvrier américain dans une usine gagnait environ le double. Mais pour un travailleur mexicain, aux États-Unis, ce salaire était près de 9 à 16 fois supérieur ce qu'il aurait pu se faire dans son pays. Une réelle dépendance est en train de se créer sous nos yeux, entre des travailleurs gagnant plus aux États-Unis et des propriétaires d'exploitations agricoles désertés par leurs propres salariés qui préfèrent bien souvent travailler dans les usines ou en ville. On recense près de 4,6 millions de contrats signés entre des travailleurs mexicains et des agriculteurs américains, cela de 1942 à 1964. Mais catastrophe, le Congrès mit fin à ce programme légal d'immigration. Ils craignent en réalité que les travailleurs mexicains ne déstabilisent l'économie américaine en tirant les salaires du secteur agricole vers le bas. Le pari était de dire que les travailleurs américains reprendraient les fourches et retourneraient dans les champs. Mais vous vous en doutez, tout ne se passa pas comme prévu. Le 31 décembre 1964 sonne la fin officielle de l'immigration mexicaine légale. Le gros problème, c'est que le Congrès américain ne garantit plus aucune alternative légale pour ces travailleurs mexicains. Sans aucun visa, c'est le début d'une immigration illégale qui commence à s'installer sur les terres de l'oncle Sam. Fin des années 1980, c'est près de 4 millions de Mexicains sans papier qui vivent et travaillent sur le sol américain. Plus les frontières devenaient hermétiques, plus les Mexicains ne voulaient pas prendre le risque de retourner dans leur pays et de devenir plus pauvres qu'ils ne l'étaient déjà. Les flux s'intensifient et ce lien de dépendance entre l'industrie américaine et les ouvriers mexicains s'intensifie à une échelle sans précédent. En 2000, les USA comptent sur le territoire près de 10 millions de sans-papiers, soit 3 à 4% de la population entière. Et dans certains secteurs, c'est même près de un quart de la main-d'œuvre
qui se compose de sans-papiers. Cela fait près de 80 années que les Mexicains travaillent aux États-Unis. Certains s'y sont installés depuis des générations, mais malgré ça, aucun chemin légal n'existe pour réguler leur situation. Septembre 2001. En 102 minutes, plus de 2900 personnes perdent la vie causée par une attaque terroriste. Les 19 auteurs des attentats étaient légalement entrés aux États-Unis. Dès lors, les politiciens traumatisés par cet événement passent l'immigration au sujet numéro 1 de la sécurité nationale. En l'espace de seulement quelques mois précédant le 11 septembre, 2 lois sont votées. La première, c'est le Patriot Act, qui donne au gouvernement le droit d'espionner les communications des citoyens sans mandat judiciaire au nom de la sécurité nationale. La deuxième loi est le Homeland Security Act, qui va créer le ministère le plus puissant des États-Unis, le Department of Homeland Security. Une fusion de 22 agences fédérales en une. Le but était de centraliser sous un même organisme tout ce qui touchait à la sécurité nationale des États-Unis. L'immigration est maintenant gérée sous le prisme de la lutte antiterroriste. Avant le 11 septembre, un immigré sans papier était un problème administratif. Et après le 11 septembre, c'est un problème de sécurité nationale. Nous sommes maintenant en mars 2003 et une autre fusion entre 2 organismes va avoir lieu, celle entre les services de la douane et des services de l'immigration. Cette police a un seul but, expulser tous les expulsables. Et vous connaissez son nom, ICE, financé à hauteur de 3,3 milliards de dollars. Dès sa création, plus de 20 000 agents sont embauchés dans 400 bureaux ouverts dans tous les États-Unis et dans le monde. La priorité affichée est d'expulser les criminels. Mais on verra que cet objectif, au fil de la vidéo, va petit à petit se dissiper. En 2009, un événement historique se produit. Un homme noir de 47 ans est propulsé aux plus hautes fonctions administratives du pays le plus puissant du monde, Barack Obama. Le premier président noir des États-Unis d'Amérique est élu. Et cela peut paraître contradictoire, mais il eut un rôle majeur dans l'élévation des pouvoirs de l'ICE. Entre 2009 et 2015, malgré le fait qu'il soit démocrate, son administration expulsera 2,5 millions de sans-papiers, plus que tous les autres présidents de l'histoire américaine. Pour réussir cet exploit, il quasi doubla les effectifs d'agents de l'ICE, passant de 2700 agents à 5000, et augmenta la portée du programme Secure Communities hérité de Bush. En gros, dès que tu commets une infraction aux États-Unis, que ce soit une amende pour défaut de stationnement ou un meurtre, tes empreintes digitales sont directement envoyées numériquement à l'ICE. Et bien sûr, si il s'avère que tu es sans papier, tu es directement expulsé dans ton pays d'origine. Obama a donc étendu ce filet de surveillance à plus de 1200 villes et comtés, avec pour objectif d'encore l'étendre à 3100, ce qui représente tout le territoire américain. Sa philosophie était d'expulser spécifiquement les immigrés avec des casiers judiciaires lourds. Il savait pertinemment que les immigrés étaient devenus une pierre angulaire de l'économie américaine, et il prit donc des mesures qui allaient dans ce sens. Il supprime les grands raids de l'ICE dans les entreprises et préfère taper sur les gérants. Son administration est aussi à l'origine de la création de la DACA pour protéger les enfants sans papier. Et il a mis fin au programme Secure Communities qui avait conduit à l'expulsion de milliers d'immigrés sans casier judiciaire. En somme, Obama a largement étendu les pouvoirs de l'ICE tout en focalisant les efforts de cette agence sur les criminels sans papier. Pour résumer, en 2017, on a une police de l'immigration avec environ 20 000 agents et employés de bureau compris sur tout le territoire américain et qui possède une base de données biométrique couvrant des dizaines de millions de personnes. Une police qui expulse des centaines de milliers de personnes par an, financée à hauteur de 7,5 milliards de dollars, un budget qui talonne de 2 milliards celui du bureau fédéral d'enquête le plus célèbre du monde, le FBI. Maintenant, on comprend la portée et la puissance de cette police. Il ne faudrait pas que celle-ci tombe dans les mains d'un homme instable. President-elect of the United States of America, Donald Trump. Un riche milliardaire est élu à la tête du pays le plus puissant du monde. Et il ne faut pas réfléchir longtemps pour savoir ce qu'il adviendra des immigrés illégaux quand on sait qu'il a tenu ce premier discours au Congrès. At the same time, my administration has answered the pleas of the American people for immigration enforcement and border security. Il mit en place dès son arrivée le Collateral Enforcement,
qui donnait le droit aux unités de l'ICE d'arrêter toute personne n'ayant pas de papier croisé sur son chemin. Et en parallèle, il commence la construction de ce fameux mur de 1600 km de long pour séparer les États-Unis du Mexique. En réalité, nous n'allons pas nous attarder sur ce premier mandat de Donald Trump car peu de choses ont été effectuées concernant ICE, si ce n'est des essais non fructueux de la part de son gouvernement d'encore plus restreindre les immigrés, se faisant systématiquement bloquer par les tribunaux. Trump le sait, la prochaine fois sera la bonne. Mais pas de bol pour Trump car en 2021, les Américains veulent du changement et voteront démocrate. Joe Biden est élu. Naturellement, l'espoir renaît pour des centaines de milliers de Mexicains qui s'agglutinent à la frontière américaine dans le but de changer de vie. Biden se veut avoir une politique plus humaine, effectivement en supprimant par exemple la politique de séparation familiale qu'avait initiée Donald Trump. Mais en parallèle, il bat des records d'expulsion de sans-papiers en 2024. Cette même année, il prit même la décision en catastrophe de fermer les frontières après l'avoir réouverte en 2021 et offre à Trump l'argument parfait pour revenir au pouvoir. À la fin de son mandat, sa politique de gestion de l'immigration était vue par beaucoup d'Américains comme non satisfaisante. Un avis partagé par 80% des citoyens selon le Pew Research Center. 2025, rebelote. Trump au pouvoir. Il fut en partie élu grâce au fait que, pour un tiers des Américains, les immigrés illégaux sont une menace criminelle. Mais concrètement, leur peur se traduit-elle par une réelle surreprésentation de la criminalité au sein des populations d'émigrés? Ou bien est-ce seulement un argument de campagne politique pour faire élire un camp? C'est exactement cette question que se sont posées les chercheurs de l'université de Wisconsin-Madison. Cette recherche fut financée par la National Science Foundation et le National Institute of Justice, deux organismes fédéraux américains. L'étude se base sur des faits réels du Texas Department of Public Safety. Entre autres, le seul État de tous les États-Unis qui enregistre le statut migratoire des arrêtés. Le constat de l'étude est sans équivoque. Nous observons des taux d'arrestation pour crimes graves considérablement plus bas chez les immigrés sans papier par rapport aux immigrés légaux et aux citoyens américains de naissance. Et rien n'établit un lien de causalité entre la criminalité et les sans-papiers, qui pourtant dans le discours de Trump aurait augmenté ces dernières années. L'étude que nous venons de lire fut publiée en 2020 dans l'une des revues scientifiques les plus prestigieuses du monde, The National Academy of Science. Ces chiffres posent une question simple. Si les données montrent que les sans-papiers commettent 2 fois moins de crimes que les Américains de naissance, pourquoi l'immigration est-elle représentée comme la première menace criminelle du pays? Utiliser l'immigration comme argument de campagne, c'est facile. Quand cet argument repose sur des chiffres que des études contredisent, nous ne sommes plus dans le cadre du débat politique. Nous sommes clairement dans la fabrication de la peur. Et la peur, ils l'ont bien compris, ça fait voter. Le premier jour de son mandat, Donald Trump décrète dans tout le pays l'état d'urgence, ce qui a pour cause de geler le programme d'aide aux réfugiés et de supprimer les droits d'asile. Il invoque même une vieille loi de 227 ans, utilisée 3 fois seulement au cours de l'histoire des États-Unis juste avant une déclaration de guerre. Une première exceptionnelle pour, au final, un objectif exceptionnel, celui d'expulser 1 million d'immigrés illégaux dès la première année de son mandat. Mais le problème, c'est qu'à cause du quota énorme d'arrestations imposées par jour, qui est de 3000, les agents n'ont pas d'autre choix que d'arrêter aussi des citoyens américains typés mexicains. Et pour remettre un ordre de grandeur sur ces chiffres, sachez que la police de New York possède 36 000 agents et qu'il procède à environ 700 arrestations par jour. Eh bien, ICE doit faire 300 arrestations de plus avec un effectif 10 fois moins supérieur. C'est pourquoi une grande vague de recrutement démarre. Tu veux être un agent de l'ICE? Pas de problème. Il te suffit d'être un Américain, avoir 21 ans minimum, un casier judiciaire vierge et de passer un petit test physique. Et vous allez me demander combien de temps ces agents sont formés? 47 jours. Un chiffre choisi en référence au 47e président des États-Unis. Par comparaison, un agent du FBI se forme pendant 21 semaines, un policier de New York 6 mois. ICE envoie ses recrues sur le terrain avec le pouvoir d'arrêter, de détenir une arme, tirer sur des hommes avec une formation de 7 semaines. Et on en rigole, mais à ce moment précis, ICE est en phase de devenir la police la plus puissante de tous les États-Unis. C'est à ce moment-là que tout dérape.
En octobre 2025, Stephen Miller, bras droit de Donald Trump, déclare à la télévision que les agents de l'ICE bénéficient d'une immunité fédérale. En gros, cela permet à ces agents d'être actifs sans obligation de porter ni plaque, badge, nom. Rien n'est identifiable sur leurs vêtements. Résultat, aucune possibilité de les poursuivre en justice car ils ne sont tout simplement pas identifiables. Janvier 2026, Minneapolis. Une opération lancée par la DHS pour United States Department of Homeland Security mobilise près de 3000 agents de l'ICE et du CBP, service des douanes et de la protection aux frontières. Ce 7 janvier, il est 9h30 quand une femme à bord d'un SUV rouge avec sa compagne bloque le passage aux agents de l'ICE. Les agents se mettent sur l'un des côtés de la voiture. Ronnie Good, alors au volant de la voiture, accélère. Blessée gravement, elle est transportée à l'hôpital et succombera à ses blessures. Elle n'avait que 37 ans et était de nationalité américaine. Le mal était fait et dès le soir même, le FBI était entièrement chargé de l'enquête. Des vagues de grève générale s'improvisent dans la ville, ajoutez à cela des manifestations et des citoyens américains remontés contre cette police. 17 jours seulement après l'incident grave qui coûta la vie à une citoyenne américaine, quand un agent de l'ICE traverse une rue pour contrôler une dame et la bouscule violemment. Un homme du nom de Alex Pretty s'interpose en mettant ses bras autour d'elle. L'agent dégaina aussitôt une bombe lacrymogène et l'aspergea. Il est ensuite plaqué au sol par 6 agents avant que... Une multitude de coups de feu sont tirés et Alex décédera à la suite de ses blessures. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de ce drame. Les jours suivants, des milliers de personnes se rassemblent dans les rues en commémoration à Alex et René et en opposition aux agents de l'ICE dans la ville. Le bilan est salé pour la DHS qui met fin à cette opération le 12 février. Près de 3000 agents déployés, 3000 personnes arrêtées, 2 citoyens américains tués et 96 ordonnances judiciaires violées par ICE. Entre septembre 2025 et février 2026, on recense près de 14 personnes touchées par des tirs d'agents de l'ICE et de la Border Control, 4 morts dont 3 citoyens américains, tous tués des agents censés expulser des sans-papiers. Et les chiffres sont sans équivoque, des chiffres provenant des propres emails internes de ICE, obtenus par demande officielle FOIA. FOIA pour Freedom of Information Act, c'est une loi aux États-Unis qui oblige les agences gouvernementales à donner leur documentation interne officielle sur des sujets précis sur demande d'un citoyen américain. Et leur avait été demandé: combien d'incidents d'usage de la force avez-vous recensé depuis l'arrivée de Trump ? La réponse, dans les 2 premiers mois suivant septembre 2025, soit l'établissement de Donald Trump au pouvoir, ICE a recensé près de 67 incidents contre 17 à la même période l'année dernière, soit une hausse d'incidents de 400% en un an. Et selon les journalistes du Wall Street Journal, c'est dans au moins 13 cas que les agents de l'ICE auraient tiré dans des véhicules en mouvement, une pratique interdite par la quasi-totalité des polices américaines. Mais alors, qu'en pense la population des États-Unis ? Là où la majorité des citoyens soutenaient cette police quelques mois auparavant, en accord avec l'idée d'une police anti-immigration forte, un réel point de rupture cassa cette image. Et ICE passa en un instant dans la tête des citoyens américains de police salvatrice, c'est-à-dire qui sauve, à police meurtrière. Après ces épisodes, Fox News, un média plutôt conservateur, révèle que 59% des électeurs de son premier sondage trouvent ICE trop agressive, soit 10 points de plus que celui réalisé 6 mois avant. Et même des politiciens et animateurs conservateurs dénoncent voire condamnent totalement les agissements de l'ICE. Joe Rogan, le podcast le plus écouté au monde, soutien de Donald Trump en 2024, s'exprime en comparant les raids de l'ICE à des tactiques de la Gestapo nazie. Même J.D. Vance, vice-président des États-Unis et ardeur défenseur de l'ICE, appelle les agents à baisser la température à Minneapolis, un virage notable pour la Maison-Blanche. Aujourd'hui, ICE reviennent sur certaines de leurs pratiques. Désormais, ils dictent à leurs agents de limiter les arrestations dans les tribunaux et de ne plus entrer dans les domiciles sans mandat. L'immigration aux États-Unis est presque aussi vieille que le pays. Au début légale, puis devenue illégale. Des millions de personnes se sont retrouvées en situation d'instabilité politique, leur entraînant une certaine pauvreté. Une pauvreté marquée, puis falsifiée en criminalité par certains médias et politiques, et même utilisée comme argument de campagne à la présidentielle reposant sur la peur des électeurs.
L'immigration est effectivement un sujet très important en politique, et pas seulement sur le continent américain, en Europe aussi. Selon Eurostar, le continent européen va perdre 49 millions de personnes en âge de travailler d'ici 2050. Il est donc crucial d'avoir des politiques migratoires qui répondent à ces réalités. N'oublions pas non plus que nous ne parlons pas seulement de camps politiques, que ce soit droite ou gauche, mais bien de millions de vies, d'hommes et de femmes.